Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Spécialiste des questions géostratégiques, vous venez de publier Notre guerre aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage dans lequel vous essayez de livrer la voie stratégique indispensable pour avancer dans un monde qui est de fait en guerre. Et justement, vous allez nous aider à y voir plus clair sur les deux conflits qui nous inquiètent nous Français, nous Européens. En commençant d'abord par l'offensive israélienne à Gaza, presque 5 mois de guerre, plus de 20 000 morts, principalement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le bilan est intolérable, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier au téléphone au Premier ministre israélien. Les opérations doivent cesser. Est-ce qu'il a une chance d'être entendu par Benyamin Netanyahou ? Non, je pense qu'il n'a absolument aucune chance, pas plus d'ailleurs que la voix à peu près équivalente de Joe Biden. C'est-à-dire que quand Joe Biden dit clairement bon maintenant ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça à commettre ce qui sont vraisemblablement des crimes de guerre. Uniquement parce qu'on est en lutte contre effectivement une organisation terroriste, mais on ne peut pas accepter de détruire toute une nation à cause de cette lutte antiterroriste. Il n'est pas du tout entendu, ni par Netanyahou, ni on le sait par les membres ultra de son gouvernement, et on a l'impression qu'on n'est plus là dans une opération anti-Hamas que dans une opération d'élimination de toute possibilité un jour que les Palestiniens aient leur État. Vous le voyez comme ça carrément, parce que Benyamin Netanyahou se défend en disant « ceux qui nous disent d'arrêter veulent la victoire du Hamas ». Non, je pense que ce n'est pas la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a quand même des vies civiles à sauver. Je pense parce que personne, et en particulier quand même dans la tradition juive, personne ne peut accepter que des gens meurent de manière indistincte, indifférente, uniquement parce qu'on est dans une opération elle-même parfaitement justifiée et légale, je le redis aussi, contre un groupe terroriste. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer de continuer ce conflit jusqu'au bout. Tout le monde dit il faut éradiquer complètement le Hamas. C'est ce qu'a dit Netanyahou depuis le début. Très bien sur le papier, moi je ne vais pas être contre. Bien sûr, c'est une organisation abominable. Mais la réalité, c'est qu'on a peut-être éradiqué 2 000 à 3 000 combattants du Hamas. Si on doit éradiquer les 30 000, à peu près, c'est le chiffre qui est souvent donné, est-ce que ça veut dire qu'on va encore tuer 10 fois plus de civils ? Ce n'est pas possible. Pardon Nicolas Tenzer, mais quand vous dites personne ne peut faire entendre raison au gouvernement israélien, les Américains, ils ont des moyens de pression. Ils leur fournissent des armes, notamment à Israël. Oui, mais pour l'instant, nous sommes aux États-Unis dans une configuration particulière qui est celle de la campagne électorale. On sait très bien que l'électorat juif américain, qui d'ailleurs pour une majorité ne soutient pas Netanyahou non plus, ça il faut le savoir, verrait d'un très mauvais œil le fait que les États-Unis arrêtent de fournir Israël avec des armes. Parce qu'en même temps, cette guerre est aussi sur le principe légitime. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que c'est là où on est dans une forme de contradiction. C'est la riposte qui est trop disproportionnée. C'est la riposte qui est disproportionnée. C'est la riposte qui est disproportionnée. Encore une fois, le Hamas a commis des crimes contre l'humanité à vocation génocidaire. C'est véritablement ça qui s'est passé le 7 octobre. Donc ça, c'est parfaitement évident. Mais sauf qu'il y a un moment, si c'est pour tuer toujours plus de civils, si c'est, comme le disent une partie de l'extrême droite au gouvernement israélien, et pas uniquement Netanyahou, mais des ministres encore plus extrémistes que lui, qui disent mais finalement il faut complètement supprimer finalement toute possibilité d'État palestinien, toute terre pour les Palestiniens, il faut les mettre en dehors finalement de l'État, ça ce n'est pas possible. Mais alors, ceux qui nous écoutent peut-être ne comprennent pas ce qui se passe, parce que là ce que vous dites c'est que la communauté internationale, elle est tout juste impuissante. Est-ce qu'il y a des chefs d'État qui peuvent faire entendre leur voix ? Je pense au Turc Recep Tayyip Erdogan qui se rend en Égypte après une décennie de brouille. Il dit qu'il veut arrêter le bain de sang à Gaza. Est-ce que lui, il peut être entendu ? Est-ce que lui, il a du poids ? Il a du poids dans la région, mais quel est son poids sur Israël ? Je veux dire, là aussi, on ne voit pas comment Erdogan pourrait peser sur une décision du gouvernement israélien. Quant aux autres États de la région, les États du Golfe, ils sont certainement alertés par cette situation, mais en même temps, ils ne souhaitent pas non plus la résurrection, si j'ose dire, du Hamas. Je parle de l'Arabie Saoudite, je parle même de l'Égypte, je parle même des Émirats, qui ne sont pas là pour défendre non plus le Hamas et qui, en fait, aimeraient bien recommencer ce qui a été interrompu après le 7 octobre, de reprendre la voie du dialogue avec Israël, notamment dans le cadre des accords d'Abraham. Nicolas Tenzer,
L'Égypte accueille en ce moment les directeurs du renseignement américain et israélien. Les seules choses qu'on peut attendre de ce type de rencontre, si on vous écoute bien, c'est des avancées sur les otages, par exemple. Oui, oui, sur les otages, oui. Et d'ailleurs, on s'est aperçu que ça, c'est quelque chose qui fonctionnait. Malgré tout, on a eu quand même une libération d'un certain nombre d'otages. D'autres ont été récupérés par la force, notamment à Rafah, on l'a vu il y a quelques jours. Bien sûr, ça permet d'avancer. Mais sur l'idée qu'à un certain moment, parce que c'est quand même ça aussi le sujet, c'est-à-dire qu'il faudra bien qu'à un moment, on parvienne à se mettre autour de la table. Aussi bien dans le cas, si vous voulez, de la guerre russe contre l'Ukraine, à mon sens, il n'y a pas d'autre solution que la victoire totale de l'Ukraine. Là, on est sur une autre configuration. On est sur une configuration où il faudra à un certain moment qu'il y ait un accord, alors sans le Hamas et sans le gouvernement Netanyahou, ça on le sait aussi, pour parvenir à ce que deux États puissent coexister. C'est la seule solution. Donc on est très très loin aujourd'hui. Les conditions politiques ne sont absolument pas réunies, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et entre-temps, parce qu'encore une fois, personne ne peut être indifférent, et je le rappelle, c'est vrai aussi dans le cadre de la tradition juive, personne ne peut être indifférent, je dirais, à ce nombre absolument effrayant de victimes civiles. Ce n'est pas acceptable. Mais quand même, il y a la question de Rafah. Aujourd'hui, l'attaque qui est prévue sur la ville de Rafah, qui est donc dans la pointe sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne. Si Benyamin Netanyahou persiste et engage une offensive là-bas, qu'est-ce que ça va produire sur le terrain et aussi du côté de la communauté internationale ? Ça va produire exactement la même chose que les autres attaques qui ont eu lieu au cours des semaines, mois précédents. C'est-à-dire que vous allez avoir un nombre effrayant de victimes. Les Palestiniens ne sauront pas où aller, parce que là aussi, l'Égypte aussi joue un jeu ambigu, parce que l'Égypte ne veut surtout pas les accueillir. Ça, il faut quand même savoir qu'on a aussi dans la région cette ambiguïté qui est aussi très forte. Avec un point de passage qui reste fermé. Oui, avec un point de passage qui reste fermé. Donc on a l'impression que les Palestiniens, et les civils bien sûr en particulier, les civils sont complètement acculés à quelque chose. Et aussi le sujet, je veux dire, c'est que derrière toute cette guerre, vous avez aussi un problème de déstabilisation globale. C'est-à-dire que tant que vous avez ce conflit au Moyen-Orient, d'abord, toutes les puissances révisionnistes, je pense à la Russie, je pense à l'Iran, en profitent pour forger deux choses. D'abord, pour créer la déstabilisation. On le voit avec l'Iran qui a saisi cela pour recommencer cette déstabilisation à partir notamment du Yémen et dans les autres pays de la région. On voit Poutine soutenir le Hamas, on voit tout cela. Mais aussi, deuxièmement, ça nourrit, vous savez, cette critique du deux poids, deux mesures à l'égard de l'Occident, en disant d'un côté, vous condamnez les crimes contre l'humanité et de guerre, heureusement, il faut le faire, de la Russie contre l'Ukraine, mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous dites sur Israël ? On ne peut pas. Nicolas Tenzer, spécialiste des questions géostratégiques, enseignant à Sciences Po avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On vous retrouve juste après le fil info, 8h40, Elia Bergel. Les États-Unis endeuillés une énième fois par la violence des armes à feu. Au moins un mort et une vingtaine de blessés après des tirs lors de la parade à Kansas City célébrant la victoire de l'équipe de la ville au Super Bowl. Il y a plus d'armes individuelles que d'habitants dans le pays. Les Nations Unies appellent à mettre fin à l'escalade dangereuse au Liban. Des frappes israéliennes ont fait au moins 4 morts, dont 3 civils. Selon les autorités, riposte à un tir de roquette depuis le Liban qui a tué une militaire israélienne hier. Cette grève, je ne la comprends pas forcément. Les mots sur France Info de Patrice Vergrit, le ministre des Transports. Mobilisation des contrôleurs SNCF pour une hausse des primes. La circulation des trains perturbée de ce soir à lundi. Demain et tout le week-end, 1 TGV sur 2 circulera seulement. Décollage réussi en Floride ce matin, direction la Lune. La fusée Falcon 9 de SpaceX transporte l'alunisseur d'une jeune entreprise américaine. Intuitive Machines espère devenir la toute première société privée à se poser sur ce satellite naturel de la Terre. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et avec Nicolas Tenzer jusqu'à 9h sur France Info, on va parler de l'Ukraine, l'autre front qui évidemment provoque beaucoup d'inquiétudes. Le tout nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne, à peine nommé par Volodymyr Zelensky, décrit la situation militaire comme extrêmement préoccupante. Comment est-ce que vous interprétez cette déclaration ? Alors, d'abord, je pense que c'est un discours de vérité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'est pas possible de qualifier autrement la situation sur le terrain. Mais on le sait depuis longtemps, on le sait depuis l'échec de la contre-offensive, mais qui est dû, il faut toujours le rappeler, au défaut de livraison d'armes et de munitions en quantité suffisante par les puissances alliées. C'est ça et seulement ça ? C'est vraiment ça et seulement ça. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit d'ailleurs que les Ukrainiens sont livrés à eux-mêmes,
Et moi, ça m'a frappé chaque fois que je suis retourné en Ukraine depuis le début de cette nouvelle guerre. On voit au contraire l'inventivité des Ukrainiens, leur habilité tactique. Mais je vous pose la question parce que le chef d'état-major dit aussi les forces russes nous dépassent en nombre. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi démographique. Bien sûr, c'est un problème démographique, mais ça, on le sait depuis le début. C'est pas quelque chose. Ce qu'il dit là n'est pas du tout quelque chose de nouveau. La réalité, c'est que quand vous voyez la Russie, qui est un pays qui a 3 fois plus d'habitants, voire un peu plus de 3 fois plus que l'Ukraine, qui est prêt à sacrifier vraiment comme la chair à canon l'ensemble de ses soldats. Qui peut tirer profit de ce réservoir considérable de main-d'œuvre mobilisée, je dirais vraiment n'importe comment. Vous avez un effet de nombre. Vous avez un effet de nombre parce que d'abord, les Ukrainiens sont plus de 3 fois moins nombreux. Et puis, la grande différence aussi, c'est qu'ils sont concrètement préoccupés par les vies humaines. Ils essayent de ne pas exposer autant que possible. Ce qui n'est pas le cas de Vladimir Poutine. Ce qui n'est pas le cas de Vladimir Poutine. On l'a vu dans toutes les batailles depuis presque 2 ans, où on a vu, je dirais, Poutine sacrifier complètement ses hommes, pas seulement les mercenaires de Wagner, aussi l'armée régulière, dans toutes les batailles. Mais du coup, vous diriez que les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre ? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de perdre la guerre, parce qu'il y a quand même 2 choses. D'abord, encore une fois, je reviens sur ce que j'évoquais. Ils sont à l'initiative, par exemple, dans la mer Noire. Vous avez eu encore récemment un bateau qui a été coulé, un bateau très important, qui en plus avait participé à des opérations criminelles de la Russie en Syrie, ce qu'il faut quand même toujours souligner. Donc ça, c'était même, je me rappelle, j'ai vu, il y a des activistes syriens qui l'ont salué, qui sont félicités. Et ça, c'est aussi très important. Que plus de 20% de la flotte russe quand même dans la mer Noire a été torpillée d'une manière ou d'une autre. Mais c'est décisif ça ? Pardon ? C'est décisif ça ? Non, alors c'est pas ça qui permet. Effectivement, c'est un point important. Ça ne permet pas de vaincre la guerre. Ça permet de marquer des points. Ça permet d'effrayer effectivement les Russes, qui ne sont plus confortables actuellement en Crimée. Qui permet aux Ukrainiens de frapper quand même ce qu'ils sont, il faut le rappeler toujours, en droit de faire, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, frapper sur le territoire russe. Et ça, il y a des points. Mais en revanche, sur le front, et on revient là effectivement au point du général Sersky, c'est que sur le front, ça ne peut pas avancer tant que l'Ukraine n'a pas reçu suffisamment de munitions, n'a pas reçu des missiles à longue portée. On n'en prend pas le chemin. Voilà, et on voit par exemple que les Allemands bloquent toujours les Taurus, missiles à longue portée qui seraient d'une utilité absolument majeure pour frapper des infrastructures dures et le pont de Kerch. Les Américains n'ont livré qu'une vingtaine d'ATACMS, et ça c'est pas dû au blocage des Républicains, c'était déjà, faut pas le rappeler, faut pas l'oublier, du temps de Biden. Nicolas Tenzer, voilà. Ça bloque au niveau des armes, mais ça bloque aussi au niveau de l'argent. Aux États-Unis, les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'aide allouée à l'Ukraine. Sans celle-ci, c'est une question de jours. Alors, c'est pas du tout une question de jours, parce que, en même temps, je veux dire, on évoquait tout à l'heure le fait que la contre-offensive avait été ratée par les Ukrainiens en raison de ce manque d'armes, uniquement, vraiment uniquement. Mais en revanche, les Russes n'ont pas vraiment progressé. Quand vous regardez les cartes, en fait, le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas eu de lignes qui ont été bougées. Oui, mais le temps, il joue pour l'un et de l'autre. Quand vous voyez que Vladimir Poutine, il a fait basculer son pays en économie de guerre, ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens qui perdent, qui sont totalement affaiblis. Le temps joue pour Vladimir Poutine ? Bien sûr, mais ça sur le long terme, oui. Alors ça ne veut pas dire que Poutine soit capable aujourd'hui de gagner la guerre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de gagner la guerre. Et là, on parle de demain. Pardon ? On parle du moyen terme, parce que pendant ce temps, Poutine est en économie de guerre, les Européens ne le sont pas. Olaf Scholz, cette semaine, disait il faut que l'Europe se mette en économie de guerre. Nous, démocratie, et nous, Européens, nous ne sommes pas sérieux. Rappelez-vous le discours du 13 juin 2022 d'Emmanuel Macron à Eurosatory, le grand salon d'armement. Voilà, d'armement. Donc, il y a plus d'1 an et demi. Qui a dit il faut que les Européens se passent en économie de guerre. Est-ce que nous, Français, nous l'avons fait ? Non. Est-ce que les autres pays européens l'ont fait ? Non. Je veux dire, nous ne sommes pas sérieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire l'économie de guerre ? Parce que peut-être que les Françaises et les Français ne savent pas exactement ce que c'est. L'économie de guerre, ça veut dire une capacité de transformer une série d'industries civiles en industries de défense, une capacité de recrutement du personnel qui travaille dans ces entreprises pour les affecter à des industries de défense, de formation, bien sûr. Enfin, je veux dire, et c'est tout simplement dire que nous sommes en guerre. Il y a un point d'ailleurs important, parce que
il faut que l'opinion publique soit sensibilisée. On en parlait ce matin sur France Info, cet indice de sécurité qui vient d'être publié à l'occasion de la grande conférence de Munich qui va avoir lieu ce week-end. Les opinions publiques européennes sont beaucoup moins inquiètes qu'il y a un an de la Russie. La Russie qui était parmi les premières préoccupations des opinions publiques est passée au 7e rang, loin derrière par exemple l'immigration ou le changement climatique. C'est inquiétant que les opinions publiques ne soient pas inquiètes ? Alors oui, c'est inquiétant et en même temps, on s'aperçoit que vous avez malgré tout en Europe un soutien extrêmement fort à l'Ukraine et quand même une perception du danger moindre de la Russie. C'est-à-dire que mais dire je soutiens l'Ukraine, c'est pas la même chose que dire on est prêt à s'engager, on est prêt à donner de l'argent ou voire à mourir. Mais, sauf que je pense que là, il y a une grande responsabilité de la plupart des dirigeants européens, français, allemands, je ne parle pas des Polonais, des Tchèques et des Baltes qui, eux, font vraiment le travail, pour expliquer quelles seraient les conséquences pour, bien sûr, l'Ukraine, mais pour l'Europe et pour la sécurité mondiale d'une victoire et même d'une demi-victoire de Vladimir Poutine. Mais pourtant, Vladimir Poutine a accordé une interview la semaine dernière, vous avez dû la voir. Il dit qu'il n'a aucun intérêt stratégique, par exemple, à envahir la Pologne ou les pays baltes. Sur l'Ukraine, il est prêt à discuter. Alors, attendez, je veux revenir sur ces deux points. D'abord, il disait exactement la même chose 3 semaines avant, où son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, disait exactement la même chose. Donc 3 semaines avant, le 24 février 2022, nous n'avons absolument pas d'intention d'attaquer l'Ukraine. Bon, donc je veux dire, ces propos, on voit exactement ce que ça veut dire. Ensuite, je pense que quand il dit nous sommes prêts à négocier, lui il dit négocier à ses conditions, c'est-à-dire accepter la mainmise totale sur l'Ukraine ou sur une partie de celle-ci. Territoires déjà annexés. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous avez un discours, faisons très attention, hein, on parlait récemment aussi des opérations de propagande, vous en faisiez état, j'entendais tout à l'heure sur France Info, de toutes ces opérations. Au-delà de la propagande dure, à laquelle personne ne croit, du genre les nazis à Kiev, ce genre d'ânerie, vous avez toute cette propagande douce. La Russie, finalement, va devoir l'emporter, l'Ukraine ne peut pas gagner, il va falloir terminer par des négociations. Tout ça, c'est la petite musique qui n'est pas une petite musique, qui envahit nos esprits, même de gens qui ne sont pas du tout, je dirais, pro-russe, pro-Kremlin, etc. Et c'est ça, je dirais, la profondeur. Pardon, mais il y a 5 minutes, vous nous disiez sur le conflit israélo-palestinien, il faut mettre tout le monde autour de la table. Là, en ce qui concerne la guerre en Ukraine avec la Russie... Oui. Effectivement, ce n'est pas la même chose, parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Les négociations, ça veut dire que nous abandonnons tout respect du droit international. C'est-à-dire que toutes les proclamations que les dirigeants ont faites sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sur sa souveraineté, tout ça, ça ne veut rien dire. Que deuxièmement, tant que vous avez des territoires qui sont occupés par les Russes, vous avez, on l'a vu, chambres de torture, exécution sommaire, disparition forcée, déportation d'enfance, qui est un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948. Donc, vous avez toutes ces horreurs. Est-ce que ça veut dire qu'on va dire à M. Poutine, OK, vous gardez ces territoires, maintenant vous avez le droit de tuer ? Je veux dire, donc on n'est pas du tout dans la même configuration que le conflit entre Israël et la Palestine. Nicolas Tenzer, on vous retrouve dans 1 minute, juste après le fil info. Elia Berger à 8h50. Nous allons récompenser nos salariés, annonce Carlos Tavares sur France Info ce matin. Le directeur général de Stellantis promet 4 100 € d'intéressement pour les salariés français du groupe. Au total, presque 2 milliards d'euros redistribués dans le monde entier grâce aux bénéfices records l'an dernier de la maison mère de Peugeot et Citroën, plus de 18 milliards d'euros pour Stellantis. Le Japon perd l'an dernier son titre symbolique de 3e puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne et à cause notamment de la chute du yen. Le PIB nominal du Japon en 2023 était de 4 200 milliards de dollars contre 4 500 pour l'Allemagne. On croirait lire un roman d'espionnage, mais tout est vrai. Le magazine L'Express révèle que Philippe Grumbach, son directeur dans les années 70, était en fait un agent du KGB à la solde de l'URSS. Étienne Girard, rédacteur en chef de l'hebdomadaire, explique à France Info que l'espion a été recruté par idéologie. Il était proche du Parti communiste. Aujourd'hui décédé, Philippe Grumbach a travaillé pour les soviétiques pendant 35 ans. C'est une première en France, une laiterie va produire du lait d'avoine. Une usine Danone du Gers en reconversion. Le groupe investit 43 millions d'euros pour sortir par jour 300 000 briques de boissons d'avoine. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Avec Nicolas Tenzer, spécialiste des questions géostratégiques, enseignant à Sciences Po. On parlait de ces deux conflits, l'Ukraine, le Proche-Orient. Aux États-Unis, c'est la campagne présidentielle. Le résultat de l'élection de novembre prochain aura forcément une incidence sur ces deux conflits. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas sur celui en Ukraine. Enfin, celui en Israël, je pense que c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Trump, qui sera un soutien totalement clair jusqu'au boutiste de Netanyahou, avec lequel il entretient des connivences idéologiques d'extrême droite, soyons tout à fait clairs. Aussi bien sur l'autre, c'est-à-dire la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Là, on voit Trump qui a dit en un jour, je résous le problème. Donc ça veut dire qu'il va pousser l'Ukraine sous le bus, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il va le forcer Kiev à accepter des négociations totalement inacceptables. Aux conditions de Poutine, on en revient aux conditions de Poutine. Il faut bien voir que d'ailleurs toute cette manigance de l'entretien dont on a beaucoup parlé ces jours-ci de Tucker Carlson avec Poutine, c'était en fait une opération destinée au public américain. Il faut le redire à chaque fois. Conservateurs ou républicains. Voilà, exactement, vis-à-vis des conservateurs, avec d'ailleurs un certain nombre de thèmes qui étaient vraiment fabriqués. Mais vous imaginez, vous êtes très endetté, vous n'allez pas encore payer pour l'Ukraine. On voyait tous les termes de la propagande qui ont été servis sur un plateau par Carlson à Poutine. Et avec en plus Donald Trump qui, en meeting, lui, menace en fait en quelque sorte les alliés américains de l'OTAN de ne pas les défendre s'ils se faisaient attaquer par Vladimir Poutine. Il va même plus loin en disant finalement j'encouragerais Vladimir Poutine à envahir tel ou tel pays s'il ne payait pas suffisamment pour sa propre défense. Oui, alors d'abord il y a les choses que l'on sait, c'est-à-dire la connivence ancienne entre Poutine, en tout cas la Russie, même d'avant Poutine et Donald Trump, un certain nombre de ses projets immobiliers, tout ceci a été bien décrit. Une grande partie de l'entourage de Trump est également très lié à des gens proches de Poutine. C'est le cas également du speaker. Mais au-delà de ces liens, est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux? Est-ce que ce sont juste des propos de campagne, des propos de tribune d'un candidat à la présidentielle? Alors, ce sont des propos de tribune qui ne sont pas les premiers. En ce qui concerne la question du budget, je ne pense pas que ce soit essentiel. D'abord parce que ce sont des propos qui ont été tenus aussi par d'autres présidents américains, aussi démocrates, en disant aux Européens. Et de ce point de vue-là, Barack Obama d'ailleurs disait à peu près la même chose. D'autres termes. Il faut quand même que vous fassiez un effort un peu supplémentaire. Le vrai sujet, c'est que c'est pas le prétexte. C'est-à-dire que même vis-à-vis de la Pologne qui dépense plus de 80% de son PIB. Donc c'est le pays le plus élevé avec la Grèce et les États-Unis eux-mêmes en termes de pourcentage du PIB consacré à la défense des pays de l'OTAN, en fait, ne serait pas beaucoup mieux défendu. Donc ça veut dire que vous n'avez pas du tout, je dirais, dans la réalité du discours de Trump, c'est pas de cela dont il est question. C'est en effet dire finalement, nous ne nous intéressons pas à l'Europe. Nous ne nous sentons pas engagés parce que, imaginons un scénario très concret. L'Estonie, parce que je crois qu'il faut avoir une vision claire. L'Estonie est attaquée par la Russie. Demande l'application de l'article 5 du traité de Washington, le traité de l'OTAN, de garantie mutuelle, donc tous les États doivent effectivement aider un pays attaqué. Il faut réunion du Conseil, il faut l'unanimité. Réunion du Conseil. Et là, vous avez un Trump qui dit « mais moi, j'en ai rien à faire, qui se débrouille ?» Ou il accepte éventuellement que l'article 5 soit activé, mais il dit « ok, mais nous n'envoyons pas de troupes ». Parce que, je veux dire, quand l'article 5 est activé, ce n'est pas d'abord d'application automatique, et il n'y a pas d'obligation pour un État, quel qu'il soit, d'envoyer des troupes. Et donc là, nous nous retrouvons seuls. Et là, je ne parle pas du tout de parapluie nucléaire, parce qu'on n'est pas ici dans une question de garantie nucléaire, il faut faire attention, on est sur un problème conventionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que nous envoyons des troupes, alors nous, Européens. Mais alors là, vous êtes en train de nous inquiéter, Nicolas Tenzer, parce qu'on se dit, même si on est dans l'OTAN, en fait, on n'est pas sûr d'être protégé, on n'est pas en sécurité. Est-ce que ce n'est pas aux Européens de s'auto-sécuriser? Est-ce qu'il, par exemple, il faut que ça passe par une mutualisation de l'arme nucléaire? Quelles sont les solutions pour que les Européens se sentent plus en sécurité? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui, à mon avis, est complètement central. Alors, je développe un peu ça dans mon livre, mais qui est la question de la dissuasion conventionnelle. Parce que concrètement, je veux dire, si l'Estonie est attaquée, le mieux, c'est quand même de la défendre avec des troupes au sol, avec des chars, avec de l'artillerie, avec l'aviation, plutôt que de dire, si elle est attaquée, on va vous jeter une bombe. C'est pas très crédible d'une certaine manière.
Donc là, il y a le problème conventionnel. Et là, c'est un problème de capacité. Et c'est vrai que nous devons absolument, au-delà même de l'Ukraine, transformer nos industries européennes. Et nous devons faire dépenser beaucoup plus, nous Français, Allemands, etc., pour la défense. Le ministre Sébastien Lecornu, c'est l'occasion de le dire, vient de dire que la France allait atteindre cette année les 2% du PIB consacrés à sa défense. Ben, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. C'est d'ailleurs attendu et c'est vrai que c'est la tendance. Maintenant, si vous parlez effectivement de la question du nucléaire, en admettant que les États-Unis disent on ne va plus protéger avec le bouclier nucléaire les pays de l'OTAN. Il y a 2 pays européens qui ont la puissance nucléaire. L'un, le Royaume-Uni, enfin en dehors de l'Union européenne, mais quand même européen, et puis la France. Et puis nous. La question de la mutualisation, ça n'entrera pas dans la doctrine ni de la France ni du Royaume-Uni. Vous savez, quand on parle de partage de la dissuasion nucléaire, ça n'a strictement aucun sens. Hein. Il y a une femme politique qui en a parlé il y a peu de temps. C'est une absurdité totale. Donc soyons parfaitement clairs là-dessus. En revanche, la question de la manière dont les Français et les Britanniques doivent repenser effectivement leur doctrine nucléaire, oui, c'est une vraie question. Le président Emmanuel Macron en dit d'ailleurs, semble évoluer ces derniers temps. Bien sûr, et aussi bien d'ailleurs que François Hollande avant lui et Emmanuel Macron dans son dernier discours, même il y a un peu plus d'un an, sur les questions de dissuasion, parlait non pas de dissuasion partagée, mais parlait de l'étendue de la guerre. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire en termes budgétaires ? Vous parlez des 2%, il faudrait passer aux 6 ou 7. C'est ça aussi que ça voudrait dire. Et là, on est dans d'autres ordres. On est dans quelque chose de très virgile. Et on n'a pas forcément les moyens. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Tenzer. Je renvoie à votre livre, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia. Salia, dans 5 minutes, les informer, le programme. Une grève SNCF en pleine vacances scolaires. Est-ce le début d'une série de mouvements sociaux jusqu'à cet été, jusqu'au JO ? Eh bien, on en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.